avec vous, qui fait partie des organisateurs de Job avec l'IMEC, avec l'ILOG, le comité d'entreprise, les comités de formation, l'IAE et l'ICE. Jobinov voulait profiter de ce petit déjeuner qui m'a l'air pour vous présenter cet événement. Certains d'entre vous le connaissent déjà parce qu'ils ont déjà participé. Donc là, cette année, Jobinov entrera dans sa 6e édition. Il s'agit d'un événement qu'on a lancé il y a quelques années, dont l'objectif est de mettre en relation, de faire se rencontrer nos PME et start-up adhérentes et les jeunes diplômés des 4 instituts et écoles partenaires. L'objectif, en fait, c'est de permettre aux PME de mettre en valeur leurs atouts, parce qu'elles n'ont pas forcément la possibilité, l'occasion de le faire, et elles n'ont pas forcément les clés pour le faire. C'est un petit peu l'objet de ce petit déjeuner ce matin. Donc Jobinov aura lieu cette année le 26 septembre, il aura lieu un petit peu plus tôt que les années précédentes. Ça fait partie des évolutions de l'événement cette année et qu'on a mis en place à la suite de vos suggestions. Il y a 2 autres évolutions dans l'événement cette année. Donc, contrairement aux éditions précédentes, les créneaux de rendez-vous ne seront pas définis à l'avance. Donc, les années précédentes, on prenait les candidatures et on définissait les créneaux en plaçant les candidats sur les créneaux disponibles. Cette année, ce sera limité. Donc vous aurez, toutes les PME auront un stand sur lequel les candidats viendront se présenter spontanément. La seule chose qu'on maintient, c'est le fait de sonner la cloche toutes les 10 à 15 minutes pour que les candidats puissent tourner. La deuxième évolution, c'est qu'on va inaugurer cette année un petit espace de rencontre qui sera situé au centre de l'espace Jobinov et qui vous permettra de présenter votre entreprise aux étudiants présents. Donc de la manière que vous jugerez la plus pertinente, originale. Voilà, l'idée, c'est vraiment de mettre en valeur vos atouts et de vous permettre d'échanger avec les candidats présents. Voilà, donc je ne vais pas être plus longue. De toute façon, en tant que PME adhérente des 3 structures, vous recevrez toutes les informations sur cet événement très prochainement. Si vous souhaitez déjà participer, si vous savez déjà que vous allez participer, n'hésitez pas à nous signaler à la fin de ce petit déjeuner, et comme ça on pourra noter. Donc je vais passer la parole à nos 2 intervenants qui vont vous parler de leur compagnie. Bonjour, Jean-Paul Hugo, Talentéo. Caroline Vincé de Talentéo. On est ravis d'être avec vous ce matin. On va essayer avec Caroline de vous faire partager un certain nombre d'informations, de témoigner auprès de vous de notre expérience et de notre pratique sur le recrutement en utilisant les réseaux sociaux. Notre expérience, parce que Talentéo existe, nous sommes une jeune entreprise de Grenoble qui existe depuis un peu moins de 2 ans, et notre vocation est d'aider les entreprises à recruter des collaborateurs, et nous travaillons quasi exclusivement en sourçant les candidats sur les réseaux sociaux. Alors, on est une équipe de 6 personnes aujourd'hui, avec à la fois des compétences de recruteurs. Stéphane Rivière, qui a créé Talentéo, a une expérience de près de 20 ans dans le recrutement. J'ai beaucoup aussi travaillé dans le recrutement. Et on a auprès de nous des compétences de gens qui sont des spécialistes de la communication sur le net, des community managers, que Caroline connaît bien ce métier-là et va vous en parler. Et l'addition de ces deux savoir-faire nous permet effectivement d'attirer, de sourcer, de rencontrer les candidats pour les clients sur le net, sur les réseaux sociaux, de procéder ensuite à toutes les phases que vous pouvez imaginer, que vous connaissez bien, qui consiste à évaluer et bien s'assurer de l'adéquation des candidats par rapport aux postes qui sont proposés et de permettre une bonne intégration. La particularité de Talentéo aussi est que nous travaillons plus particulièrement sur des profils de gens qui sont concernés par le handicap et avec des entreprises
qui sont intéressés, qui sont particulièrement impliqués par le fait d'intégrer les collaborateurs qui sont concernés par le handicap. Dans une logique d'inclusion, c'est-à-dire que nous travaillons et nous savons travailler sur ces questions-là, mais nous recrutons avant tout des gens qui correspondent au poste. Nous nous intéressons aux compétences, nous nous intéressons prioritairement aux talents, et nous faisons en sorte que les profils correspondent aux postes qui sont proposés. Et nous savons particulièrement bien gérer les questions de handicap quand elles concernent l'entreprise ou les personnes. Donc je suis community manager pour le recrutement, ce qui veut dire que j'ai pour rôle d'animer les communautés qui correspondent au poste qu'on va rechercher pour nos clients et de créer du contenu, de diffuser ce contenu sur les réseaux sociaux qui correspondent aux endroits où vont se trouver ces candidats ou ces personnes qui sont en veille, en recherche de poste, et ensuite d'animer ces communautés pour les fidéliser et pour que si jamais on a un poste qui leur correspond, ils se manifestent auprès de nous, parce qu'ils me connaissent depuis déjà pas mal de temps. À côté de ça, je suis aussi chargée de projet sur le réseau Talenteo.fr, qui est le premier réseau social professionnel du handicap et de l'emploi, et qui est sorti le 1er juin, donc qui est tout récent. Il est sorti là il y a 7 jours, et qui rassemble tout notre savoir-faire en termes de marque employeur, c'est-à-dire comment une entreprise va se rendre visible et avec les arguments qui lui semblent plus pertinents pour attirer les candidats qu'elle recherche. Et ça rassemble aussi donc, le recrutement via les réseaux sociaux, parce que c'est un réseau social qui permet de diffuser des offres d'emploi, trouver les candidats qui correspondent, etc. Et bien sûr tourner vers le handicap parce que c'est une spécificité qu'on a, c'est notre expertise. Donc, on a pu commencer cette méthodologie de présence sur les réseaux sociaux pour le recrutement par la première question qui est comment la PME se rend visible sur Internet alors qu'il y a des grands groupes qui vont concurrencer cette PME et qui vont avoir une présence assez forte. Les réseaux sociaux sont justement le moyen à, je dirais, faible coût financier pour se rendre visible. Parce que les réseaux sociaux permettent d'être visible grâce aux outils de référencement. C'est-à-dire que quand on va chercher une entreprise sur Google, qui est en général le premier outil de recherche, on va trouver plein de résultats, non seulement des sites, mais aussi des réseaux sociaux. Et ces réseaux sociaux vont apparaître très vite dans la recherche. On va en reparler après. Mais du coup, j'ai voulu qu'on se présente à vous sous cette forme-là. Vous allez rechercher Talenteo, qu'est-ce que vous allez trouver? Et c'est par ça qu'on va terminer. C'est l'audit, ce qu'on appelle l'audit numérique, l'audit de présence numérique. Un candidat qui va vouloir avoir des informations sur vous parce qu'il aura vu une offre d'emploi et qui ne connaîtra pas du tout votre entreprise, va souvent faire une recherche sur Google. Et cette recherche sur Google, c'est ce qui va lui dire qui vous êtes et si ça correspond au type d'entreprise qu'il recherche. Donc, Google, il faut savoir que c'est 91% des recherches numériques. C'est pour ça qu'on base notre audit dessus. Et la plupart des clics sont effectués sur les 4 premiers résultats. Il faut savoir qu'après la première page, je ne sais pas si j'ai marqué les chiffres, mais après la première page, 75% des personnes abandonnent et ne vont pas sur la deuxième. Donc on se base vraiment sur la première page qui est celle qui va regrouper le plus de clics. Dans une étude récente qu'on a lue, on a vu que plus de 80% aujourd'hui des candidats déclarent prendre un maximum d'informations, bien évidemment, en ligne sur une entreprise avant de postuler, après avoir vu une offre d'emploi, avant de postuler, ils vont se renseigner, 80%. Donc c'est vraiment quelque chose qui est installé et c'est des réflexes qu'on connaît bien sur des tas de pratiques de consommateurs et d'informations préalables sur les achats sur le net. Il y a une vraie transposition de cette mécanique-là, elle est vraiment bien installée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, quand on leur demande, en fonction de ces informations, du ressenti que vous avez de ces informations, qu'est-ce que vous faites? On a des gens qui disent que dans une proportion de 1 pour 2, si ces informations ne sont pas satisfaisantes, voire négatives ou ne l'intéressent pas, la personne ne va pas faire acte de postuler. Dans un cas sur 2, si ce n'est pas satisfaisant, elle ne va pas faire acte de candidature.
En revanche, dès que ces informations sont satisfaisantes, l'intéressent, on a quasiment 95% des gens qui vont, bien sûr, postuler et essayer de prendre contact avec l'entreprise. Donc le réflexe, il est vraiment, vraiment installé. La voie d'entrée principale, c'est effectivement la recherche par Google. Pour en savoir plus sur vous en tant qu'entreprise. Donc, on a tenu à faire la capture d'écran de ce que vous trouverez quand vous tapez Talentéo, parce qu'on s'est pris en exemple. Ça a été notre façon, déjà en premier lieu, de nous rendre visibles de façon non seulement générale, mais aussi pour le recrutement, vu qu'on recrute pour nos clients. Notre première... Juste une chose, c'est ce qui peut être intéressant pour vous par rapport à ça, c'est pas tellement de voir l'intensité du référencement de Talentéo, c'est notre métier, donc forcément il fallait qu'on se bouge et qu'on se mobilise là-dessus. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que vous ayez à l'esprit qu'on est tout jeune, que c'est le résultat simplement de quelques mois de travail, et que c'est surtout un résultat obtenu sans une débauche de moyens financiers ou de temps homme très importante. Donc pour des gens qui, comme nous, se disent professionnels du recrutement et en font leur fonds de commerce, on se rend compte que le travail d'1 à 2 personnes sur un peu plus de 18 mois permet d'avoir une exposition qui, en tout cas, nous permet, nous, d'avoir un fonds de commerce, entre guillemets, viable. C'est certainement pas l'objectif premier d'une entreprise, quelle qu'elle soit. En revanche, ça vous permet de vous dire que c'est finalement très accessible. S'il y a quelque chose qu'on peut essayer de vous faire passer ce matin, c'est peut-être par rapport à toutes les informations que vous avez, vous dire qu'il y a des choses qui sont très accessibles, qui sont relativement faciles à mettre en œuvre, que vous pouvez facilement intégrer, soit vous dans votre pratique, soit avec des collaborateurs qui travaillent autour de vous, et qui peuvent avoir des résultats assez rapides, intéressants, qui vont constituer des économies pour vous de temps passé dans la démarche de recrutement, vous permettre d'attirer des candidats que vous n'auriez peut-être pas eu autrement, en tout cas qui sont un moyen, on en est nous convaincus, complémentaire à tout ce que vous entreprenez, pour effectivement rencontrer, être en relation, vous renseigner parfois davantage sur certaines candidatures qui vont vous intéresser. Et il y a aussi, regardez un peu finalement les choix qu'ont pu faire Stéphane et Caroline de médias ou d'outils sur lesquels ils ont choisi d'être présents. Et qui apparaissent du coup en première page Google parce qu'ils sont très bien référencés, c'est très bien fait, donc du coup Google va les trouver en priorité. Alors du coup, sur la première page, pour vous donner donc cet exemple, on a notre blog, voilà, talentéo.fr, qui vit grâce à l'animation de contenu, donc à chaque fois on met un article par jour sur le blog. Si on avait eu un site internet qui expose notre offre de service, notre politique RH, etc., ça aurait été celui-ci qui aurait été un premier résultat. Parce que le nom aurait été dans l'adresse URL et Google l'aurait mis en priorité. La différence entre un site et un blog à intérêt comparé, Caroline, en termes de recrutement ou de relation avec des candidats ou des gens qui se renseignent sur l'entreprise? Alors, je pense qu'il faut avoir un site au minimum quand on a une entreprise qui commercialise des produits. Le blog ne peut être qu'une pierre en plus pour la communication. Il faut savoir qu'un blog, par contre, ça prend du temps à le gérer. C'est quand même beaucoup de travail derrière. Et la création de contenu, c'est aussi un métier. Donc, le conseil, c'est d'avoir prioritairement un site avec un contenu qui peut éventuellement bouger, avec peut-être une rubrique actualité, mais qui n'a pas besoin de vivre aussi fréquemment qu'un blog. Une rubrique actualité dans un site, si les événements sont présents uniquement, c'est pas un gros problème. Si dans un blog, il y a un article toutes les 2 semaines, les internautes ne voient pas l'intérêt de le suivre. À moins que ce soit le seul blog sur le sujet qui publie des articles très sérieux, je pense. Mais vraiment, le site reste quand même la pierre angulaire de l'activité. Ensuite, donc, on va avoir... nous, on a eu l'article du Monde qui a parlé, parce que le Monde est très bien référencé.
Donc, avoir des articles, avoir des interviews dans des journaux, que ce soit des journaux nationaux ou des journaux régionaux, ça aide aussi à se rendre visible à partir du moment où, quand on répond à l'interview, on va donner du contenu, on va avoir des réponses qui vont intéresser bien sûr le candidat. Donc on a cette interview dans le monde économique. Ensuite apparaît notre page Viadeo. Alors Viadeo, c'est un réseau social professionnel généraliste qui est plutôt francophone. Je pense que vous devez à peu près tous le connaître. Viadeo est très bien référencé. Donc votre page Viadeo, elle est gratuite de base. Après, il y a des options payantes. Nous, on a vraiment choisi une page gratuite. Ensuite, les informations qu'on diffuse peuvent bouger. Et du coup, on peut très bien changer le contenu pour intéresser les candidats si le contenu est modifié. Donc cette page apparaît très rapidement dans la recherche Google. Ensuite, on va voir notre présence sur les salons Jobékia, qui est un site réservé, dédié au handicap et à l'emploi. Donc on va voir notre fiche qui va apparaître sur Google. Tout ça, ça fait partie du coup d'une stratégie de présence sur d'autres sites, de créer des liens avec les sites qui correspondent à notre cible, aux internautes qu'on veut intéresser. Et en fait, il y a trois choses du coup. Il y a les contenus qu'on va nous-mêmes diffuser sur nos plateformes, qui peuvent être le site ou le blog. Il y a les contenus sur des médias tiers. On va dire que ce soit des médias d'information comme Le Monde ou d'autres journaux, ou bien d'autres blogs, d'autres sites qui forment des partenariats avec l'entreprise. Et puis il y a les réseaux sociaux. Donc ça fait partie de... Voilà, c'est la stratégie de présence. Il y a trois canaux à ne pas négliger et pour avoir une bonne présentation. Sur cette question-là, pensez que dans les grands sites d'emploi, de diffusion d'offres, assez systématiquement, vous est proposé de renseigner une page entreprise. Moi, je constate assez régulièrement que finalement, pris dans le quotidien, l'urgence des recrutements, bien souvent, on a le réflexe de travailler le texte de son offre d'emploi, de diffuser l'offre d'emploi, et assez souvent, malheureusement, alors que parfois c'est parfaitement gratuit et il y a des espaces assez intéressants qui sont proposés, la page employeur, l'espace employeur mis à disposition n'est pas renseigné. C'est dommage parce que certains de ces sites peuvent avoir des politiques de référencement qui sont assez efficaces et finalement, si vous avez forcément l'information à votre disposition et de faire l'effort de prendre le temps de bien renseigner une page. Quand vous le faites une fois, si vous êtes sur plusieurs sites, c'est facile de récupérer les infos et de les dupliquer sur les autres pages parce que la présentation est en général assez similaire. Mais c'est finalement peu de temps et je vous assure que ça vaut la peine parce que finalement, et là je trouve que c'est un bon exemple, on se retrouve parfois grâce à ça sur une page qui est bien faite, qu'on a maîtrisée, sur laquelle vous êtes posé 5 minutes pour bien organiser les informations, qui va, parce que ce site-là, à un moment donné, fait un effort de référencement important, qui va vous faire remonter et proposer une vitrine intéressante sur une question de recrutement que vous n'avez pas forcément installée. Peut-être que certains parmi vous ont sur votre site entreprise des pages recrutement sur lesquelles vous avez travaillé. D'autres ne l'ont peut-être pas fait ou n'ont pas jugé nécessaire de le faire. Ces espaces-là constituent finalement une annexe, une page recrutement qui est mise à votre disposition et qui parfois remonte de façon très spectaculaire. Là, c'est vraiment le cas. Ce site-là, Jobékia, qui est un job board, organise des salons et quand ils organisent un salon, ils font des gros efforts de référencement pour faire remonter les pages. On en bénéficie alors que c'est complètement gratuit. Et c'est quelques minutes de mise en forme de notre page à cet endroit-là. On va voir tout à l'heure, ce qui est important maintenant pour le candidat comme pour le grand public, c'est que la communication a changé. On n'attend plus forcément, et je pense que vous êtes dans le même cas, on n'attend plus d'avoir une entreprise qui prend le discours et qui va parler d'elle, et que ce soit la seule information qu'on trouve sur l'entreprise. On a envie que ce soit vérifié sur plein d'autres sources. On a envie de retrouver, effectivement, l'entreprise C. C'est une entreprise dont telle personne m'a parlé, telle autre personne m'a parlé, que ce soit des blogs ou des personnes sur des comptes sociaux qui n'appartiennent pas à l'entreprise.
c'est important pour un internaute, pour quelqu'un qui cherche de l'information, de trouver que c'est confronté à d'autres opinions, et cette entreprise existe, mais pas seulement pour l'entreprise. Cette entreprise existe parce que d'autres personnes parlent d'elle. Donc on va passer rapidement, je pense que le principe est quand même assez clair sur la première page Google. Sur ce que tu viens de dire, quand même, aussi j'avais noté ça hier, ouais, 25% des informations disponibles, aussi c'est une étude assez récente, les informations disponibles sur une organisation sont placées spontanément ou pas par ses collaborateurs. Un quart des informations qui sont disponibles en ligne sont le fait d'une communication plus ou moins spontanée des collaborateurs. La question est, est-ce que ces informations-là, vous faites en sorte de les maîtriser, canaliser, de les initier, en tout cas, de les contrôler éventuellement, en tout cas, si vous ne faites rien, elles existeront quand même. Ça, c'est important que vous preniez en compte, elles existeront quand même. Et sans inquiétude, hein, les 2 tiers de ces informations sont des informations positives. Donc je sais qu'on parle assez régulièrement des fois de bad buzz, de choses, de mécaniques qui se passent sur le net et qui peuvent inquiéter les entreprises quand il y a des informations négatives qui circulent. Globalement, c'est très positif. Et en fait, une des tendances générales qu'on observe en ligne, c'est que les gens qui les plus spontanément s'expriment quand ils sont satisfaits, quand ils sont contents. Ils ont plutôt, le réflexe majoritaire est un réflexe de partage, d'opinions favorables et de conseils et de recommandations de sources positives. Vous avez des gens qui râlent, ça peut être très pointu, très efficace, très agressif, mais globalement le courant est plutôt de je pense quelque chose de plutôt positif, je le propose à la communauté. Ça, c'est le réflexe du réseau social. De fait, n'ayez pas l'inquiétude de ces informations qui pourraient vous échapper, elles sont majoritairement des informations positives. En revanche, c'est intéressant de voir comment on peut les alimenter et éventuellement les organiser. On en reparlera. En tout cas, si vous avez des questions là-dessus, c'est vraiment un sujet intéressant. Voilà, je te laisse la parole. Oui, juste pour partager avec vous des points de vocabulaire. Si vous entreprenez, vous l'avez déjà fait, vous êtes en train d'y réfléchir, et c'est ça qu'on peut parler ce matin, si vous réfléchissez à être présent sur les réseaux sociaux, il faut que vous ayez une démarche de communication. Ça veut dire qu'il faut que vous ayez ce réflexe de vous dire à qui vais-je parler. Donc vous raisonniez en vous disant je vais définir des cibles. En fonction de ces cibles-là et des objectifs que vous fixez, si vous parlez, si vous émettez, si vous diffusez des contenus, il faut que ça réponde pour vous à un objectif, vous en attendiez des résultats. Que vous réfléchissiez bien à qui vous voulez parler et ensuite, effectivement, que vous organisiez ce que vous allez dire et la façon dont vous allez le dire. Vous verrez qu'on entend, et ces termes-là s'installent, se met en place, je trouve, un vocabulaire qui est plutôt du coup un vocabulaire de communicant. On parle de l'image de marque, d'image de marque employeur. Mais pensez que c'est important d'avoir ce réflexe simple et cette structure simple, effectivement, d'actes de communication. Après, un des points que je trouve important moi, par rapport à la réflexion réseau social, et en tout cas communication sur le web, à vocation, recrutement, ressources humaines, parler de vous et intéresser des candidats, c'est le choix que vous devez faire sur une communication ponctuelle. Et là, vous avez des outils qui sont parfaitement installés, des habitudes qui sont parfaitement installées. C'est plutôt ce que je considère moi comme le 1.0, c'est-à-dire à un moment précis où vous avez besoin de quelqu'un, vous diffusez des offres. Les principaux outils installés, ce sont les job boards. On est dans une communication verticale, on le verra. Vous maîtrisez bien la diffusion du principal message qui est votre offre d'emploi et des éléments d'information que vous donnez sur l'entreprise. Réseau social, vous êtes dans une information qui est une diffusion d'information qui est plutôt en continu.
qui est plutôt en continu. Ça veut dire que, ça, par exemple, ça vaut le coup quand vous êtes amené à recruter de façon récurrente certains types de profils et sur lesquels vous avez constaté que les méthodes ponctuelles donnent des résultats plus ou moins satisfaisants ou parfois ne vous permettent pas de pallier, de résoudre vos recrutements. Dans ce cas-là, et si vous êtes susceptible d'avoir des besoins récurrents, alors pas les 10, 15 postes, moi je considère aujourd'hui qu'à partir du moment où vous êtes susceptible de recruter 2 ou 3 personnes sur une année, sur des profils bien spécifiques, ça peut valoir le coup vraiment d'avoir un début de communication régulière et de diffusion de messages organisés sur ce type de poste-là, par exemple, si objectif, à destination des gens qui sont susceptibles de correspondre à ces postes-là, cible, et ensuite, en fonction du temps que vous disposez, en fonction des moyens qui sont à votre disposition, en fonction de l'enjeu que ça représente pour vous, vous y mettez plus ou moins, vous y affectez plus ou moins de temps homme, ou vous achetez plus ou moins de prestations qui va le faire à votre place. C'est une simple allocation de moyens que vous pouvez faire ou que vous décidez d'acheter. Mais les outils 2.0, c'est cette idée de communication en continu qui correspond à une certaine situation, qui ne doit absolument pas remplacer tout ce que vous faites par ailleurs et tout ce que vous ferez en ponctuel, en one-shot, en diffusion classique, mais qui vont venir en complément et qui donneront des résultats intéressants plutôt dans la durée. Vous pouvez avoir l'extraordinaire chance de croiser tout de suite sur un réseau quelqu'un qui est disponible. On a des résultats parfois spectaculaires, mais qui peuvent être plutôt pour moi de l'ordre de l'anecdote, hein, c'est-à-dire qu'au moment où vous rentrez sur un réseau social, vous touchez un peu par hasard exactement une personne qui correspond au profil et vous avez l'impression d'un effet miraculeux. Nous, ce qu'on observe à l'usage, c'est que des résultats vraiment intéressants, significatifs et complémentaires à ce que vous pouvez entreprendre se mettent en place au bout de quelques mois. Et ensuite, la durée et l'intérêt de ces résultats est directement proportionnel de l'intensité des messages et de la communication que vous avez mise en œuvre. Mais moi, je trouve que c'est intéressant et on commence à pouvoir dire qu'on a un outil complémentaire quand on a installé quelque chose qui fonctionne depuis au moins un semestre. Et comme ça prend un peu ce temps-là, vous faites le lien avec la récurrence des recrutements. Je trouve que pour un recrutement ponctuel en une fois, c'est trop la loterie que de mettre en place un dispositif réseau. En revanche, si vous savez que vous allez être amené à recruter régulièrement des profils d'un certain type, alors ça va valoir le coup. Et vous allez avoir un retour sur investissement de ce temps-là ou de ces moyens que vous allez allouer. Juste quelques repères, des choses que vous connaissez, mais c'est plus pour vous faire partager notre conviction de choses qui sont en marche, qui sont installées, et vous redonner des repères si tant est que vous n'avez pas déjà en tête. Des choses qu'on connaît bien, moi, je vis depuis plus de 20 ans, ça fait 20 ou 25 ans que je fais du recrutement, en cabinet de recrutement, dans des structures qui sont dédiées à l'entreprise. Donc personnellement j'ai vécu ça, je suppose que certains d'entre vous l'ont vécu comme moi. Méthode de recrutement classique avant qu'on ait des outils internet avec des moyens que vous connaissez et avec une communication finalement qui était déjà une communication verticale, l'entreprise définit son besoin, communique et les gens vont postuler par rapport au principal message qui était envoyé, qui était l'offre d'emploi. Après c'était la croix et l'avenir quand même pour les candidats, pour éventuellement obtenir des informations sur l'entreprise en question s'il était question d'aller plus loin. Mais souvenez-vous, ceux qui ont connu cette période-là, combien on a toujours parlé, et d'ailleurs on continue encore d'en parler un peu, de ce qu'on appelait le réseau, tout ce qui était caché, tout ce qui se faisait de façon informelle. C'était jamais qu'une information à échanger entre les uns et les autres. Quand ils se connaissaient, qu'ils avaient l'occasion de se rencontrer physiquement, il permet d'avoir justement des entrées en relation beaucoup plus importantes.
Donc le recrutement offline, on avait déjà bien structuré la verticalité. L'arrivée et la structuration des job boards, des sites emploi, a donné des moyens extraordinaires. Je pense que vous les connaissez, vous les utilisez bien. On est avec eux, je trouve, dans, au début, la simple mise en œuvre, la simple facilitation de ce mode vertical. Je diffuse une offre d'emploi et on voit progressivement évoluer ces services-là, et vous devez le vivre, dans le fait de pouvoir disposer d'une CVTech, j'imagine que vous utilisez tout ça, mais de plus en plus, on voit bien que cette communication verticale n'étant pas suffisante, les évolutions des pratiques des uns et des autres sur le net, allant vers l'interactivité, les échanges, les prises d'informations, tu en parlais Caroline, on part vers davantage de verticalité et puis capacité des uns des autres à communiquer, à donner des informations ou à en prendre. Les sites, je trouve, emploi classiques accompagnent ce mouvement, vous proposent de plus en plus de services. On parlait de ces questions de page employeur, on voit de plus en plus fleurir des blogs qui sont animés par ces sites d'emploi. Et à côté des sites emploi, on arrive, parce que les usages ont évolué, à ces nouveaux moyens, ces nouvelles fonctionnalités qui sont dites de réseaux sociaux et de réseaux sociaux qui sont utilisés à des fins de recrutement. Quand on voit les études sur les usages Internet, en tout cas d'un point de vue professionnel, dans plus de 55% des cas, pour les individus, pour les personnes, l'usage réseau social, c'est un usage qui est destiné à être en mobilité, en recherche active d'emploi ou en veille par rapport à l'emploi, dans plus de 55% des cas, à des fins professionnelles. On continue. Alors. Donc, on a mis ce schéma parce que ce schéma montre à quel point c'est compliqué. Ça pareil. En tout cas, ça foisonne. C'est compliqué quand on n'y connaît rien, en fait. On va arriver sur énormément de supports qui vont proposer énormément de fonctionnalités. Donc, d'un côté, je ne sais pas si vous allez voir la souris. D'un côté, on a l'entreprise et le recruteur. De l'autre, on a le candidat. Sur le haut du schéma, vous avez tout ce qui est classique au niveau communication Internet, que vous connaissez, qu'on connaît tous bien, l'APEC, Cadre Emploi, Monster, le site corporate qui va diffuser des offres. Donc le 1.0, comme on le voyait, je ne sais pas si vous avez bien vu ce schéma, donc le 1.0, la communication verticale, le 2.0, tout le monde devient émetteur et récepteur. Et donc le 2.0, on a aussi énormément d'outils qui ne sont pas tous là, parce qu'on n'a que les principaux. Mais par exemple, on va avoir des choses qui sont aussi bien entreprises et recruteurs, qui sont Twitter, Yadeo, LinkedIn, Facebook. Twitter et Facebook parce que c'est les endroits où on trouve le plus de gens et que ce sont deux réseaux qui sont de plus en plus utilisés pour l'emploi, donc à titre professionnel. 4000 offres par jour, c'est ça? Sur Twitter, 4000 offres d'emploi par jour, rédigées en français. On va avoir des choses qui vont concerner le recrutement et donc la recherche d'emploi pour le candidat. D'un autre côté, on a tout ce qui est marketing, comment je vais me rendre visible, qu'est-ce que je vais diffuser sur moi. Donc c'est les flèches bleues. Du côté candidat, donc on a le même pendant, le marketing personnel, je dirais. Et puis on a des sites d'information sur le candidat ou sur le recruteur. Donc c'est pas forcément évident de s'y retrouver. C'est pour ça que dans un second temps, on présentera les principaux réseaux sociaux. Oui, en allant vers ceux qui ont le plus d'audience. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est que on a de plus en plus d'acteurs et d'opérateurs, on le voit sur le terrain, on fait beaucoup de salons et on le voit sur les salons, de plus en plus de gens conseillent efficacement les candidats, les personnes qui sont en recherche de mobilité professionnelle sur effectivement leur propre communication et leur propre usage des réseaux professionnels.
Aujourd'hui, je trouve qu'il y a différents types de publics. Il y a des gens qui sont très au fait et qui sont remarquables dans l'usage de ces réseaux-là, qui sont tellement au point, et ça correspond plutôt à des... Alors, globalement, ça correspond à des niveaux de qualification élevés, plus particulièrement les fonctions techniques. Il y a une appétence pour l'usage de ce type de technologie chez les gens qui ont des formations, techniques, mais pas seulement. Et sur cette cible-là, vous avez aujourd'hui des candidats qui finalement ne sont captables que par voie de réseaux sociaux. Parce que eux, finalement, ont une qualité de communication réseau social qui leur permet d'avoir suffisamment de contacts, d'être en veille, de trouver d'autres opportunités d'emploi, exclusivement par une présence réseau social. Donc aujourd'hui, ces candidats-là, et quand on discute avec des cabinets de recrutement qui ne font que de la chasse de tête, par exemple, on sait que ce sont des candidats qui en poste ou pas en poste, qui ne vont plus sur les sites d'emploi, qui ne regardent plus les offres. Il y a suffisamment d'interactions, ils ont installé suffisamment d'interactions par les réseaux sociaux pour éventuellement bouger s'ils ont besoin de bouger. On est sur une frange, là où il faut faire attention, c'est de se dire que cette frange serait minoritaire. Soit des publics de niche, soit des publics qui ont des caractéristiques techniques telles que finalement si je ne les recherche pas, c'est pas grave si je passe à côté. Moi ce que je constate, c'est que l'intérêt, la prise de conscience, la capacité à utiliser gagne du terrain et que vous avez de plus en plus de gens qui, soit spontanément, soit parce qu'ils sont de plus en plus bien conseillés, bien aidés par tous les opérateurs qui les aident, soit quand ils sont en recherche d'emploi, soit autour d'eux quand ils sont en veille, on a de plus en plus de personnes qui finalement sont d'abord dans une logique 1.0. Je regarde les sites d'emploi, j'installe des alertes, mais à côté de ça, développent une présence, une communication, une interaction sur les réseaux sociaux et deviennent de fait plus facilement parfois captables par vous, par ce biais-là. Pour replacer l'enjeu et pour réaliser que ce n'est pas qu'un effet de mode, on vous présente une vidéo sur les chiffres qui datent de 2010. Donc depuis, il y a 3 ans qui se sont passés, ces chiffres ont bien sûr augmenté. C'est une étude, cette vidéo elle est issue d'une étude qui s'appelle Sociagonomics d'Eric Qualman, qu'il a mise à jour il y a quelques mois et qui tire à chaque fois des chiffres assez impressionnants de l'usage des réseaux sociaux. Donc comme vous voyez, les réseaux sociaux sont la première activité sur le web. Un couple sur 5 se rencontre en ligne, ce qui montre que quand même les usages sont complètement modifiés. On intègre de plus en plus le virtuel dans nos façons de faire. 69% des parents sont impliqués avec leurs enfants et Wikipédia, l'encyclopédie en ligne, serait un livre de 5 millions de pages. Alors, comme le disait Jean-Paul tout à l'heure, même si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, si vous ne communiquez pas sur les réseaux sociaux, vous y êtes forcément. Alors, que ce soit positif ou négatif, en général c'est positif, mais vos collaborateurs sont sur les réseaux sociaux et ils parlent de leur travail, donc ils parlent de leur entreprise. Les chiffres aujourd'hui, c'est 1 milliard de personnes sur Facebook dans le monde.
On a passé la barre il y a quelques mois, ça a fait un gros buzz dans les journaux. 26 millions de Français. Twitter, 500 millions de comptes, 7,3 millions sont français. Comment? Ce qui est intéressant, c'est le nombre d'actifs. Oui, plus ou moins, Exactement. bien sûr. Alors, ça montre que vous connaissez bien Twitter. Effectivement, les comptes, c'est difficile de les supprimer. Donc, il y a beaucoup de comptes qui restent en ligne, alors que les personnes ne sont pas forcément Comme sur les comptes, il y a des et finalement, c'est pas utilisé. Je crois qu'on estime, il me semble que c'est 3 millions de comptes actifs, c'est à peu près la moitié. Alors, par rapport à ce qu'on se dit à l'aparté, sur cette question de. Parce que c'est un vrai point, sur ces questions de supprimer. Alors, supprimer soit parce qu'on n'utilise pas, soit parce qu'il y a des choses qui pourraient arriver qui ne sont pas satisfaisantes. Sur certains sites, on peut supprimer des informations. Mais la solution, Caroline. Alors, la solution, elle est double. En fait, c'est d'aller supprimer les comptes qui sont supprimables et les contenus qui sont supprimables. Et la deuxième solution pour ce qui n'est pas supprimable, ou alors ce qui est difficile à supprimer, c'est de noyer les informations qu'on va trouver avec des informations plus récentes et sur des sites plus importants. C'est intéressant, c'est la logique Google. C'est de créer vous communiquez des choses intéressantes que vous émettez et vous le faites par des canaux, et encore une fois, les réseaux sociaux sont particulièrement bien référencés, qui vont faire que ça va monter, vous savez, dans cette fameuse page Google. Comme c'est le point d'entrée et que 95% des requêtes vont être la requête d'abord Google, des informations que vous ne vouliez pas rendre accessibles et que vous ne pouvez pas supprimer. Une solution efficace et pratique et astucieuse consiste à faire en sorte que d'autres informations qui bénéficieront d'un bon référencement monteront. Excusez-moi, je ne comprends pas la logique, c'est une sorte de fuite en avant. Et bien On retraite quelque part ailleurs, quelque chose C'est un peu comme dans la réalité. qu'on peut supprimer ailleurs. C'est un peu comme dans la réalité. Quand vous avez une mauvaise réputation, vous ne pouvez pas la supprimer. Sur Internet, on peut supprimer quelques contenus. C'est presque même plus facile sur Internet que dans la vraie vie. Voilà, c'est plus facile sur que l'écrit reste et la réputation peut éventuellement partir. Après, bon, ça dépend quel est le scandale dans lequel on baigne. Mais effectivement, le but c'est de faire des choses positives, de mettre des actions positives en place. Et Google va avoir un peu de mémoire, mais pas autant que les personnes qui vont entendre un scandale dans la vraie vie, va effectivement mettre les informations les plus récentes, celles sur lesquelles les personnes auront le plus cliqué. Donc du coup, effectivement, c'est une fuite en avant, et ça va pousser les résultats dans des pages vraiment annexes que personne ne va aller voir, à moins d'être une journaliste ou une espionne, ou, voilà, d'avoir vraiment du temps à perdre. Oui, mais vous avez raison. Intellectuellement, c'est forcément c'est dérangeant d'être dans un système où vous n'arrivez pas à maîtriser les choses, où vous ne pouvez pas facilement, finalement, réfuter ou absolument contredire une information erronée. En plus, quand l'information a été donnée par un tiers, vous voyez, parce que ça peut éventuellement... Sur les réseaux sociaux, on peut, et justement, le but, c'est toujours de remettre la vraie information dès qu'on voit quelque chose d'erroné. Sur un réseau social, quelqu'un va dire quelque chose, l'animation, c'est justement de lui répondre et de recadrer les propos. Là, ce que vous voyez à l'écran, en fait, vous avez l'URL dans la barre d'adresse, c'est brandyourself.com. C'est quelque chose que vous pouvez essayer à titre personnel. Quand vous aurez regardé sur votre nom ce qui va apparaître, c'est un outil gratuit qui permet de voir les premiers résultats de la page Google et qui donne des actions très simples à réaliser et qui guide pas à pas pour soit supprimer le contenu, soit l'améliorer, soit faire d'autres actions pour pouvoir être en avant autrement. Et ça va analyser votre présence numérique. C'est quelque chose, je n'ai pas d'action dedans et je m'en sers à titre personnel. Alors je ne le fais pas non plus tous les mois, mais de temps en temps, je regarde ce qui apparaît et si ça me convient, je laisse. Si ça ne me convient pas, il me propose d'autres actions. En fait, tout simplement, on va arriver sur une page avec les premiers résultats et il faudra juste cliquer si c'est neutre, si c'est positif, si c'est négatif. Et à partir du moment où vous lui avez indiqué ce que vous pensez des résultats, il va vous donner des actions à faire. Ça peut être, par exemple, mon profil Viadeo est positif. Ah ben vous ne l'avez pas optimisé, le robot dit qu'à 70% seulement.
Donc il va vous proposer des actions comme par exemple personnaliser votre URL Viadeo pour qu'il y ait votre nom dans l'URL et que ça apparaisse encore plus haut dans les résultats Google. Donc c'est un petit outil qui peut s'avérer très utile et ça permet de prendre conscience des actions qui peuvent être menées. C'est très, très pédagogique en fait comme outil. Et ça, c'est valide individuellement ou aussi pour des sociétés? Alors moi je ne l'ai pas utilisé pour Talentéo, il faut voir si ça fonctionne ou pas. Je l'utilise que personnellement. Je suppose que ça doit fonctionner si on tape juste Talentéo. Si vous avez des comptes, par exemple, si vous avez des comptes sociétés sur les réseaux, ça devrait fonctionner. Je pense qu'à priori ça doit fonctionner, il faut le tester. En revanche, l'opération de faire remonter des informations que vous émettez vous, elle fonctionne bien. Franchement, elle fonctionne bien parce que la mécanique de la page Google et du fait que la grande majorité des utilisateurs ou des visiteurs occasionnels vont aller sur les premiers liens qui sont proposés, c'est vraiment un réflexe qui est installé. Donc ça fonctionne bien et c'est finalement assez facile à faire. Et quand de toute façon, soit personnellement ou soit l'entreprise est confrontée à quelque chose de plus sérieux, là, il faut de toute façon mettre en place des dispositifs plus structurés de communication, éventuellement s'il y a un incident grave. D'ailleurs, quand on est dans des situations, j'en ai connu quelques-unes de crises graves sur le net, un premier principe de communication, de toute façon, c'est de ne pas polémiquer. Donc il faut tout de suite proposer de passer à autre chose et de distiller du positif. Donc on retrouve d'ailleurs ces logiques-là. Mais en tout cas, il faut s'adapter au fonctionnement des outils et à l'usage des utilisateurs. Pour continuer sur les chiffres, donc on a LinkedIn, avec 150 millions dans le monde, c'est évidemment le réseau social professionnel le plus international. Il est utilisé par pratiquement tous les cadres en recherche d'emploi ou en veille. 4 millions en France, avec son alter ego qui est beaucoup plus français, Viadeo, et qui a plus de succès en France parce qu'il est implanté en France et en Allemagne. C'est très européen en fait comme. C'est parti de France, c'est ça. Le restaurant est français au départ. Voilà, les chiffres que tu citais tout à l'heure viennent de l'enquête 2012 de Région Job qui s'intitule Emploi et réseaux sociaux. Donc 76% des candidats ont un profil professionnel en ligne, ce qui n'est pas négligeable. C'est-à-dire que vous pouvez les trouver assez facilement. 35% utilisent les réseaux sociaux pour chercher un emploi. Donc ça veut dire que la moitié seulement se servent de leur profil et sont actifs. 68% font des recherches en ligne, 68% des recruteurs font des recherches sur les candidats. Un quart prennent leurs décisions en fonction de ce qu'ils trouvent sur Google. Par contre, les candidats, eux, sont un peu plus sévères. 87% recherchent les informations sur l'entreprise avant de postuler. 58% ont renoncé parce qu'ils avaient trouvé des informations qui ne leur convenaient pas. Par contre, 71% ont postulé parce qu'ils avaient trouvé des informations positives sur l'entreprise. Donc, j'aurais tendance à dire que c'est à double tranchant et que l'effet positif peut être beaucoup plus important que l'effet négatif. Voilà, au niveau de la cartographie des réseaux sociaux, comme on l'a vu un petit peu tout à l'heure dans le schéma, c'est compliqué de se renseigner sur tout ce qui existe, parce qu'il existe énormément de choses. Et en plus, il y a des réseaux qui fonctionnent dans un pays et pas dans un autre. C'est assez compliqué de savoir. C'est pour ça que nous, on se base vraiment sur un kit, on va dire, qui est LinkedIn et Viadeo, mais qui est de plus en plus tourné vers Facebook et Twitter pour la marque employeur. C'est-à-dire qu'on va recruter sur Viadeo et LinkedIn, on va sourcer sur Viadeo et LinkedIn, mais pour la marque employeur, pour tout ce qu'on va communiquer, on va vraiment concentrer les efforts sur Facebook et Twitter. Sachant que sur Facebook, on peut avoir une page entreprise totalement gratuite. Après, effectivement, il y a des options payantes pour mettre en avant certains statuts ou d'autres. On peut aussi créer des groupes Facebook et les animer, c'est-à-dire que des personnes vont s'abonner à ces groupes si le thème leur convient. Et le but, c'est pas de créer le groupe et puis de s'en aller. Le but, c'est de poster régulièrement des choses qui vont intéresser les personnes et qui vont faire que ça va réagir. Donc, et qui vont montrer un côté assez pertinent par rapport à ce que vous, votre entreprise, vous proposez aux candidats. Sur vos métiers, sur
votre branche, sur, je ne sais pas si vous avez une mission handicap, sur le handicap, voilà, ce genre de choses. On a aussi des réseaux sociaux donc, qui sont spécialisés, je vais essayer de faire un zoom, par rapport au secteur. Alors là, j'en ai mis quelques exemples, hein, c'est pas exhaustif, je crois qu'il y en a 150 en France. Donc, exemple, le digital, Digica, qui est un réseau social professionnel des salariés du digital, Banquio, Suplinks, etc. Donc tout ça, c'est des réseaux, des petits réseaux de niche. Et on a des réseaux sociaux, donc j'ai mis Talentéo parce que effectivement on vient de sortir, des réseaux sociaux qui correspondent à certains profils, mais indépendamment du métier. Talentéo va s'adresser principalement aux personnes en situation de handicap, à la diversité. Et on a des réseaux comme Wisby ou YouClick, Wisby qui est grenoblois, qui s'adressent aux étudiants et jeunes diplômés. Voilà, par exemple. Donc on a des segments comme ça.